Alors pour évoquer ce sujet, ce revers, cette claque, c'est ainsi qu'on a titré le débat de ce soir. Je vous présente nos invités. Yannick Mireur, bonsoir. Vous êtes fondateur de la revue Politique américaine et auteur d'un ouvrage qui s'appelle notamment Après Bush, pourquoi l'Amérique ne changera pas. Ça tombe bien, on est en plein dans le sujet. Pascal Richer, qui est rédacteur en chef à Rue 89, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien correspondant à Washington, vous représentiez à l'époque le quotidien Libération. Et puis un républicain et un démocrate pour compléter notre brochette d'experts. Le républicain qui arbore évidemment un grand sourire ce soir, c'est Eric Svan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes obligé de sourire pour ne pas me contredire. Vous êtes membre des Républicains Abroad en France. Et puis en face de vous, Jake Lamar. Bonsoir. Bonsoir. Un petit peu moins de sourire. Pas de grimace. Pas de grimace. Vous êtes écrivain, membre des Democrats Abroad en France aussi, et on a le plaisir de vous avoir régulièrement sur nos plateaux. Alors, première question à vous quatre, mais peut-être à vous, monsieur le représentant des Républicains. Est-ce que Barack Obama vient de perdre un référendum clé ? Je dirais oui, et je dirais pas ça seulement du point de vue d'un républicain, aussi d'un simple citoyen, parce qu'on en a assez de toutes ces élites à Washington, dans la capitale, qui veulent à tout prix nous faire... qui veulent faire monter les dettes, qui veulent faire monter les impôts, qui veulent faire monter toutes sortes de paiements pour des choses dont on ne sait rien. Et sûrement pour ce système de santé, que je vous rappelle, il ne fait pas 20 pages, il ne fait pas 12 pages, il ne fait pas 120 pages, il ne fait pas 200 pages, il fait 2000 pages. C'est qui est la longueur de 3 Bibles ensemble. Sur cette loi, on n'a aucune information. Il y a des gens qui vont le défendre ce soir. Il y a des gens qui vont le défendre ce soir et ils n'en savent pas plus que moi. Pour vous, c'est très clairement une sanction au niveau de la politique de Barack Obama et non pas tout simplement la sanction d'un élu démocrate qui s'est fourvoyé lors de sa campagne et qui se fait doubler sur le fil, bien qu'ayant 15 points d'avance il y a encore 2 semaines. En fait, un homme politique de l'État de Massachusetts, qui est mort maintenant, il a dit toute la politique est locale. Et je pense que ça, c'était la situation à Massachusetts. Il y avait le siège de Kennedy depuis très longtemps. Oui, c'est le Kennedy, siège. Ted Kennedy. John Kennedy a eu ce siège de sénateur. Absolument. Et après son frère, Ted Kennedy, pendant des décennies. Et je pense que peut-être il y avait une fatigue avec les Kennedy, une fatigue avec les démocrates. Massachusetts a déjà élu un gouverneur républicain, Mitt Romney, pendant les années 90. Donc je pense que c'était une question de la politique locale qui avait les répercussions pour tout le pays. Alors, maintenant, avec un petit peu plus de distance, car vous n'êtes ni républicain ni démocrate, mais plus des observateurs, Yannick Mireur et Pascal Richer, c'est une sanction locale ou une sanction nationale? Comment interpréter ce résultat? Je dirais que c'est les deux. Évidemment que dans une élection, même si c'est pour sénateur des États-Unis, il y a un ressort local qui est très fort. Le blame game, c'est-à-dire les accusations réciproques, comme on dit aux États-Unis, ont commencé, à savoir qui a eu tort, qui a démarré trop tard, la campagne qui n'était pas bonne, ce genre de choses. Le fait est qu'il semble que le candidat républicain, lui, en tous les cas, était assez bon dans son discours. Il sort d'où? Qu'est-ce qu'on sait de lui, au juste? Assez peu de choses, à part qu'il a posé dans assez dénudé dans un magazine. Il était un mannequin nu. Oui, c'est ça. Une fois. C'est quoi ça? Expliquez-nous. Il était un mannequin nu dans un magazine pour les femmes comme Playboy ou Penthouse, mais pour les femmes. Ah, d'accord. Et il a posé nu. Il est plutôt bien gâté par la nature. Bon, enfin, je pense c'est un rival plutôt aussi. Donc bon, bref, c'est pas le sujet véritablement. Mais il y a une dimension locale qui est certaine. Après, il y a une dimension nationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas échappé quand même aux électeurs que l'enjeu était important pour le Sénat. C'est pas compliqué à voir. Une majorité de 60 au Sénat, c'était important. Ça se jouait là-dessus parce que ça permet ou ça empêche plutôt l'opposition d'être une opposition de blocage. C'est ce qui vient d'être expliqué dans le reportage. Donc on passe à 59. D'autre part, Barack Obama s'est déplacé pas plus tard qu'il y a 2 jours à Boston, donc dans le Massachusetts, pour soutenir la candidate démocrate. Donc l'enjeu national était bien clair. Donc l'anxiété et la colère qui montent dans l'opinion américaine contre l'interventionnisme, les dépenses et le déficit s'est exprimé pleinement dans ce scrutin. Pascal Richer, même analyse? Oui, je pense que c'est une élection qui envoie un message national. Effectivement, le candidat disait « je serai le 41e
la 41e voix contre le programme de santé, alors que sa rivale disait je serai la 60e voix pour la réforme de santé. Donc on voit bien que c'était un poste clé et les électeurs effectivement le savaient. En plus, on est sur le terrain de Ted Kennedy qui était l'un des plus ardents défenseurs de cette réforme de santé. On est au sein du Massachusetts qui est vraiment le bastion démocrate. C'est là où il y a eu la convention démocrate, comme l'a rappelé votre reportage. Oui, c'est là où Barack Obama a explosé la première fois et s'est révélé aux yeux du parti. Le deuxième sénateur, c'est John Kerry, c'est pas n'importe qui, c'était l'ancien candidat. Enfin, c'est un concentré de symboles, le Massachusetts. Donc, les démocrates ont le moral dans les chaussettes ou le moral dans le Massachusetts, comme dit très joliment Libération ce matin. Pas mal. Et je pense qu'il y a un message très fort qui est envoyé. Alors, est-ce que c'est les dépenses supplémentaires? Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression, mais je vois ça de loin, puisque maintenant je vis à Paris, j'ai l'impression qu'il y a une impatience qui se manifeste vis-à-vis des problèmes quotidiens, c'est-à-dire les problèmes de logement. Il y a toujours des familles qui se font expulser, les problèmes de chômage, on est à 10%. Donc il y a une ambiance qui n'est pas bonne en termes de situation économique et sociale. Et je pense que c'est un petit peu ce message-là aussi qui a été exprimé. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi ce qu'a été la part des Républicains depuis l'élection de Barack Obama. Ils n'ont jamais vraiment lâché prise. Et est-ce que ça, c'est pas leur premier grand triomphe finalement, sentiment? Pour cela, j'aimerais dire d'abord une chose. Les démocrates n'ont jamais lâché prise sur George W. Bush depuis 8 ans. Ouais. Je vois pas. Et soudain, et ça, tout le monde disait c'était bien, il faut aller contre Bush. Maintenant que c'est Barack Obama, soudain, il faudrait que tout le monde travaille avec lui. Alors, je cite John McCain qui a dit que c'était en novembre, en décembre. Ça fait 1 an ou 11 mois que Barack Obama est président et il parle d'être post-partial, impartial, mais il ne parle jamais avec nous. Il m'a jamais invité à parler à la Maison Blanche. Est-ce que les Républicains ont beaucoup envie de parler avec les démocrates? C'est aussi ça la question. C'est lui le leader. Il dit on va travailler ensemble. C'est lui qui est au pouvoir. C'est à lui de dire venez donner des idées aussi. Il paraît qu'aucun républicain n'a été invité à la Maison Blanche sauf pour faire des photos avec Barack Obama. En fait, votre journaliste à Washington a utilisé une expression très bonne, l'obstruction systématique. Et je pense que depuis l'investiture d'Obama, il y avait cette obstruction systématique. 0 sénateurs ont voté pour le budget d'Obama. Seulement 3 sénateurs ont voté pour le plan de relance économique. Personne pour le nouveau loi contre le réchauffement de la planète. Il y a cette obstruction systématique et un sénateur républicain, Jim DeMint, a dit pendant l'été si on peut bloquer la réforme de la santé, ça sera le Waterloo d'Obama. On peut briser sa présidence. Et je pense que c'est ça le but, de briser la présidence. Vous l'avez votre Waterloo, là, parce qu'on n'est plus très loin de faire échouer ce système de santé avec ce poste. Pour l'obstructionnisme, je répéterai que ça fait pendant 8 ans, les démocrates ont toujours fait obstruction à George W. Bush. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des démocrates qui ont voté avec les républicains pendant la présidence de George W. Bush. Même dans la présidence de Bill Clinton, il y avait des républicains qui ont voté pour les démocrates. Même dans la présidence de Reagan et Bush père, il y a des démocrates qui ont voté avec les républicains. C'est une nouvelle stratégie de l'obstruction systématique. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il y a l'obstruction systématique? L'administration américaine qui avait le plus dépensé avant, maintenant c'était Clinton. Pour vous donner une idée de la mesure, Obama a dépensé plus d'argent en 1 an que Clinton a dépensé en 8 ans de présidence. Alors peut-être que de faire un peu d'obstruction aux élites, c'est pas si mal que ça. On va parler de ce bilan et notamment du bilan économique 1 an après l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche. Yannick Mirand, vous vouliez intervenir? Je veux dire un mot sur l'obstructionnisme ou pas. Je suis plutôt de l'avis de Lamar là-dessus, mais simplement ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt un échec pour ce qui était de l'Amérique d'Obama à insuffler un nouvel état d'esprit et à faire, comme on dit en français, de la politique autrement. C'est-à-dire que les réalités des mécanismes politiques se sont imposés à Barack Obama, qui a été soutenu par des républicains, qui a essayé de faire entrer même des républicains dans son gouvernement. Il a maintenu un ministre de la Défense qui est républicain, qui est un réganien de vieille date, numéro 2 de la CIA, etc. à l'époque. Bon, donc je pense que lui-même est tout à fait ouvert, mais la mécanique du parti, la difficulté à gérer une majorité et une opposition qui effectivement ragaillardie, militante et très opposée, a poursuivi ce climat d'acrimonie politique aux États-Unis malgré lui.